Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Racine Senghor, administrateur du monument de la Renaissance africaine. Qui est monsieur Abdoulaye Racine Senghor? Peut-on avoir une idée de son background personnel, de son cursus et de ses humanités? Oui, c'est peut-être un peu compliqué à dire, on peut peut-être résumer. Je suis un Saloum Saloum, comme on dit, donc quelqu'un qui est né, qui a grandi dans la grande région du Saloum, mais plus précisément entre Sokone, Foundiougne et Kaolack. À l'époque, on appelait la région du Sine Saloum parce qu'elle englobait la ville de Fatick et la région de Fatick, qui était un département. Aujourd'hui, une bonne partie de cette région est dans la région de Fatick. J'y ai grandi, j'y ai étudié jusqu'au baccalauréat. Après quoi, je suis allé à l'université de Dakar où j'ai fait mon cursus universitaire jusqu'au 3e cycle. Et je suis enseignant de métier, professeur de lettres, mais j'ai eu à exercer beaucoup de fonctions, disons. En tant que professeur, d'abord, j'ai enseigné à Thiès, à Dakar, comme conseiller pédagogique responsable de la formation continue des enseignants dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel, puis comme censeur du lycée Sédou Nourou Tall. J'ai surtout été directeur de l'enseignement moyen secondaire général, donc chargé de gérer un peu le système éducatif sénégalais dans le secteur des collèges et des lycées. Après quoi, j'ai géré un programme d'harmonisation des enseignements dans les pays francophones d'Afrique et de l'océan Indien. C'est le projet ARCHE, qui a duré 6 années. Et puis au bout de ces 6 ans, je suis revenu dans la fonction publique sénégalaise, comme on dit, pour être directeur des arts au ministère de la Culture, et puis directeur de cabinet du ministre de la Culture. À la suite, maintenant, voilà, je me retrouve au monument de la Renaissance africaine. Subsidiairement, je suis écrivain, poète et critique littéraire. J'ai fait de la critique, je continue de le faire, par écrit, dans des essais ou à travers les médias. J'ai animé des émissions littéraires sur les radios sénégalais, en RTS notamment, pendant une 20aine d'années. Voilà un peu résumé ce que je puis dire sur mes humanités, comme vous dites, et sur mon cursus. Vous êtes le directeur du monument de la Renaissance africaine. Que représente cet édifice dans notre patrimoine culturel? Ah ben, une très très grande place. C'est peut-être un des éléments les plus récents de ce patrimoine culturel, puisque le monument a été inauguré le 3 avril 2010. Il est un patrimoine important parce que il est constaté que de tout ce qui est édifié sur le sol africain, c'est le monument le plus grand depuis l'érection des pyramides, il y a quelques milliers d'années, donc 3 000 à 6 000 ans. C'est donc un monument important qui participe à donner un visage nouveau, puisque le patrimoine se constitue de manière permanente. À côté des sites mégalithiques de Sine-Gayenne, à côté des sites du delta du Saloum ou du Nyokolo-Koba, des pays Bassari, à côté du Kankourang, à côté de Gorée, à côté de tous ces sites du patrimoine matériel, mais à côté également du patrimoine immatériel que constituent nos traditions orales, nos contes, nos légendes, nos khoy et autres pays sérères, et puis toutes les pratiques culturelles de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Le monument occupe une grande place. Il a une vocation remarquable du fait que s'il est placé au Sénégal, il est à Ouakam, plus précisément, mais il est sur le Finistère de l'Afrique, sur la partie la plus occidentale de l'Afrique, dans l'océan Atlantique. Et à ce titre, il est un peu comme une pointe qui synthétise toute l'Afrique, toutes les aspirations de l'Afrique et la volonté de ce continent de jouer un rôle dans le monde, mais en partenariat avec tout le monde, mais en appel aux peuples de la diaspora africaine qui sont dans les Amériques, qui sont à partir d'une page historique d'ailleurs très dure, l'esclavage, mais qui sont aujourd'hui dans le monde volontairement, cette diaspora, pour y mener des activités diverses, activités de travail volontaires, et aujourd'hui qui a les nouvelles technologies pour contribuer aujourd'hui de manière plus large à la création d'un monde de paix, un monde d'entente, un monde harmonieux. Donc il est un monument, pour revenir à votre question, sur le plan de sa signification au niveau des
du patrimoine, je ne dis pas seulement sénégalais, mais africain, il est très très important. Quelles sont les spécificités de cette œuvre? Alors, je crois que ce qu'il faudrait retenir comme spécificité, on va le mettre, disons, sur le plan, disons, pluriel, parce qu'il y a la statue, mais il y a l'espace où se trouve la statue. Et tout cet ensemble-là constitue un tout. Les spécificités, c'est d'abord un cadre. C'est un cadre magnifique, comme j'ai dit tout à l'heure, situé sur le Finistère de l'Afrique. Il est un espace vaste où peuvent se dérouler énormément de choses, des activités diverses. C'est un espace de loisirs, de détente, où les jeunes et les moins jeunes, les enfants et les plus vieux ont la possibilité de trouver matière à leur détente, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Il est aussi un lieu où on peut organiser des activités à caractère culturel, comme des conférences, des colloques, ou des concerts de musique, ou des réceptions, ou des expositions. Mais en dehors de ça, il y a la statue. La statue qui est monumentale, c'est la chose que l'on voit le plus. Et c'est elle qui détermine tout ce qui se passe autour. Cette statue, elle est posée sur une colline de 100 mètres. Elle-même, elle mesure 52 mètres. Ça veut dire que le sommet de la statue se trouve à 152 mètres au-dessus de l'Atlantique, au-dessus de la mer. C'est impressionnant, ça. L'autre aspect, c'est que la masse globale de la statue et du socle de la statue pèse 7000 tonnes. 7000 tonnes, c'est énorme. 6200 tonnes de masse bétonique et à peu près autant, 1000 tonnes, disons, c'est 200 tonnes, 2000 pour la statue elle-même. Ça fait quelque chose de très important. Ce qui fait la spécificité du monument, à part cette masse, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Et en tant que telle, elle a une fonction différente aussi de certaines autres statues qui ne sont pas, de certains autres monuments, je veux dire, qui ne sont pas à proprement parler des œuvres d'art. Les pyramides dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est conique, cubique, etc., c'est très joli et tout, mais a priori, c'était pas destiné à être une œuvre d'art. Alors qu'ici, nous avons une statue, une sorte de sculpture immense, mais montée pièce par pièce, si j'ai pu parler comme les artisans. Et c'est pas une statue qu'on vient seulement regarder. Beaucoup de statues dans le monde, on vient devant, on les regarde. On prend éventuellement une photo devant et on s'en va. Alors que cette statue-ci, de la Renaissance africaine, est une statue que l'on peut visiter de l'intérieur. On peut la visiter de l'intérieur. Et quand on entre à l'intérieur de la statue, nous avons plusieurs niveaux, dont les 4 peuvent être visités, mais le dernier niveau est au niveau du 15e étage. C'est-à-dire que c'est très grand à l'intérieur. Et ces différents niveaux-là sont des espaces d'exposition. En bas, vous avez des expositions. Au premier, au deuxième, au troisième, vous avez également des expositions, des choses que l'on peut visiter, parmi lesquelles des œuvres d'art qui ont été offertes au monument par les pays amis, les pays africains, qui ont pensé qu'ils devaient laisser quelque chose dans ce monument-là, puisque c'est un monument africain. Il appartient à toute l'Afrique. Donc, il est spécifique par son espace vaste, multifonctionnel. Il est spécifique par l'œuvre d'art elle-même. C'est une famille, un homme, une femme et leur enfant qui sont présentés dans une sculpture qui exprime la force et la puissance de projection d'un peuple qui est sorti des ténèbres de la souffrance pour émerger et aller vers le soleil, mais qui ne se va pas vers le soleil simplement pour être vers le soleil, c'est aussi pour dire un message, le message d'une relecture de ce que fut l'histoire, ce commerce triangulaire que l'on a beaucoup décrié, et pour recréer en fait une nouvelle forme de relation entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe.
Ça fait une forme de commerce de triangle, disons pas commerce, mais en moins qu'on prenne commerce dans le sens d'échange, d'échange triangulaire, extrêmement positif en ce que c'est un échange qui va permettre à ce monde-ci de se développer de manière harmonieuse dans l'entente. J'ai dit que c'est un monument qui est un lieu d'exposition. Nous recevons énormément de propositions d'exposition qui sont là. Par exemple, actuellement, vous avez à l'intérieur de la statue une grande exposition d'un grand artiste sénégalais qui s'appelle Djibril Goudiaby et qui a mis des œuvres géantes, des statues géantes que l'on peut aller voir et qui présentent les différentes ethnies du Sénégal. Vous avez, ce Djibril Goudiaby est presque une sorte d'émule de Ousmane Sow, le très talentueux académicien, sculpteur mondialement connu, feu Ousmane Sow. Nous avons aussi dans cette statue actuellement une exposition sur le Mahatma Gandhi, qui est un apôtre de la paix, de la non-violence, qui est un Indien, mais qui a pris ses sources, disons, son idéologie a pris source dans une étape de sa vie en Afrique du Sud, ce qui le lie à l'Afrique et à la Renaissance africaine. Donc on peut penser qu'il a été inspiré par l'Afrique. Nous avons eu, il y a quelques jours, nous avons décroché une grande exposition des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. C'est des manufactures qui sont la première industrie culturelle de l'Afrique, qui a été créée en 1966 par Léopold Sédar Senghor, et dont les œuvres aujourd'hui se retrouvent dans les plus grands palais du monde, et d'abord au siège des Nations Unies à New York, où une très grande tapisserie intitulée le Magal de Touba, de Papé Ibra Tall, est exposée dans le hall de ce lieu mondial. Nous avons, à titre d'exemple aussi, monté une grande exposition avec le Venezuela. L'ambassade du Venezuela nous a permis d'avoir ici une exposition sur l'afro-vénézualité, comme on l'a appelé, c'est-à-dire les héros noirs de Venezuela, mis en parallèle avec des héros africains. C'est une sorte de dialogue entre des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'homme noir, l'histoire de l'humanité, marqué l'histoire par la qualité de leur participation, par la qualité de leur invention, de leur créativité. Et ces œuvres-là ont permis d'avoir une vision extraordinaire d'une partie du monde noir qui est au Venezuela et beaucoup de personnes ignorées, etc. Il y en a beaucoup comme ça qui permettent de donner à la statue cette dimension qui n'est pas seulement une statue très belle qu'on peut voir de l'extérieur, devant laquelle on peut prendre des photos, etc. Mais c'est une statue qui enseigne parce qu'à l'intérieur, il y a tout un travail pédagogique à travers les différentes formes d'exposition renouvelées qui se produisent régulièrement. Aujourd'hui, ce monument, à l'image d'autres, dans bien des capitales, incarne dans une certaine mesure comme un symbole de notre cité. Comment se fait sa gestion? Bon, oui, il incarne notre cité. Il incarne notre cité. Il est, quand on dit la Tour Eiffel, quand on dit Paris, on voit la Tour Eiffel. Quand on dit Rio, on voit le Christ de Rio. Quand on dit l'Égypte, on voit les pyramides. Quand on dit Bruxelles, on voit Mannequin Peace, etc. Quand on dit Dakar, on voit le monument à la Renaissance africaine. Oui, ça n'est une illustration, une incarnation. Le monument est un service du ministère de la Culture. C'est peut-être ça la spécificité. C'est un service, comme le centre culturel de Kaolack, ou le centre culturel Blaise Senghor, ou Douta Seck, ou la place du Souvenir. Il est géré par des fonctionnaires, des travailleurs de l'État, qui sont payés par l'État. Et voilà, ils gèrent comme un service public. Maintenant, nous avons, en dehors de cet aspect, j'allais dire, de service ordinaire, nous avons aussi la possibilité de recevoir des visiteurs et d'organiser ou d'accueillir, pas d'organiser toujours, mais d'accueillir des manifestations qui peuvent rapporter quelques ressources. Pour le moment, ce n'est pas la priorité. La priorité pour le moment, c'est de faire en sorte que
les Sénégalais et les Africains s'approprient ce monument et qu'ils puissent venir le visiter, qu'ils puissent venir en famille, en groupe, individuellement, qu'ils viennent le visiter. Et que également les touristes venant du monde entier puissent venir le visiter. Il sera, je crois, d'ici quelques années, un monument qui va rapporter de l'argent pour mieux fonctionner et peut-être éventuellement, comme la Tour Eiffel, comme ces grands monuments dont j'ai parlé, pouvoir contribuer à développer le tourisme dans ce pays. Quelles sont les contraintes majeures que vous rencontrez? Les contraintes, c'est les contraintes de la gestion d'un espace énorme, comme celui du monument de la Renaissance africaine. C'est les contraintes de devoir convaincre des Sénégalais qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des musées, qui n'ont pas l'habitude d'aller visiter des expositions, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans ces lieux de culture, de mémoire, de les amener à venir visiter. Ça, c'est, si vous voulez, les grandes difficultés. Et j'ai dit tout à l'heure de maintenir le site et la statue, de maintenir, c'est-à-dire donner le meilleur visage, de garder un visage souriant, et faire en sorte qu'il puisse être toujours accueillant, parce que le lieu est propre, parce que les gens sont aimables, parce qu'on accueille bien les gens ceux qui arrivent, etc., etc. C'est tous les enjeux de la gestion d'un patrimoine. Comment appréciez-vous le volet touristique? Quelle est la proportion du tourisme intérieur? Bon, oui, c'est ça le débat. En fait, vous savez, on parle beaucoup de tourisme au Sénégal. Nous ne sommes pas le ministère du Tourisme, mais nous participons à la promotion de la destination Sénégal. Le monument est mis en tourisme, comme on dit. Il est mis en tourisme, c'est-à-dire que les tours opérateurs qui vendent la destination Sénégal, ils présentent le monument pour que les gens, le voyant, puissent venir au Sénégal. Il est donc mis en tourisme. Et de ce fait, les touristes qui viennent, vous avez suivi vous-même la situation du tourisme au Sénégal. Mais néanmoins, les touristes viennent. Le Sénégal vient d'inaugurer un aéroport qui ambitionne d'avoir des millions de visiteurs. Et nous pensons que quand ça va bien fonctionner, les touristes vont être nombreux à venir. En tout cas, la plupart des gens qui viennent au Sénégal ont envie de visiter le monument de la Renaissance. Vous avez posé maintenant la question sur le tourisme intérieur. Le tourisme intérieur, pour nous, c'est d'abord les élèves, les enfants. J'ai dit tout à l'heure que les Sénégalais n'ont pas l'habitude d'aller visiter des lieux comme les musées, etc. Vous pouvez faire une enquête autour de vous, dans votre maison. Combien de gens sont allés visiter le musée de l'IFAN? Combien de gens sont allés à Gorée? Et puis vous serez surpris par le fait que les gens n'ont pas cette culture. Il faut les y préparer, et c'est l'école qui les y prépare. Nous avons donc mis le focus, nous, sur les enfants, les écoles. Et nous avons un réseau très important des écoles partenaires du monument, parce que de plus en plus, les écoles viennent visiter le monument. Quelquefois des écoles entières qui sont à Dakar. D'autres écoles viennent des régions, mais ils viennent par quart, une classe, 2 classes, 3 classes, et ils viennent de toutes les régions du Sénégal. De la Casamance, de Kédougou, de Matam, de Sine Saloum, de Fatick, de Kaolack, etc., de Diourbel, de Saint-Louis. Enfin, de toutes les régions, les élèves viennent. Parce que nous pensons que c'est en créant chez les enfants cette éducation à visiter des lieux de mémoire, des sites de mémoire, à aller visiter les musées. C'est chez les enfants qu'on installe cette culture-là au point que eux, leurs enfants, et ceux de leur famille, vont avoir envie de venir visiter. Il faut créer cette masse critique-là. C'est le travail que nous menons et qui est en train de porter ses fruits. Si vous venez ici le week-end, le samedi, le dimanche, le mercredi, vous êtes impressionné par le nombre des élèves des écoles qui viennent. Et là, je précise que notre souci, ce n'est pas que les enfants viennent et payent. C'est pas ça notre vocation. Les élèves qui viennent, il y a des tickets, mais quand des écoles viennent et qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer, ils visitent quand même. Personne ne vient ici sans visiter le monument. Et comment comptez-vous le booster davantage? Par la communication. C'est bien que vous me pouvez poser cette question-là, parce que vous êtes dans la communication. Il faut communiquer. Il faut communiquer et puis offrir des activités diverses. Renouveler ce qu'il y a à l'intérieur, être plus souriant, plus attrayant, parce que nous avons aménagé mieux les espaces. Vous voyez, par exemple, nous avons des partenaires indiens
l'ambassade de l'Inde, qui nous a donné l'exposition sur Gandhi dont j'ai parlé tantôt, s'est engagée avec nous aussi pour aménager une partie de la colline. Nous sommes en train de travailler avec les ministères de l'Environnement, qui aussi, le cadre de vie, la direction du cadre de vie, va probablement nous aider aussi à améliorer l'espace, l'environnement. Nous allons donc rendre de plus en plus le monument plus beau. Mais le plus important, c'est de mener des activités dans les offres à l'intérieur de la statue, mais dans les offres à l'extérieur de la statue. Vous voyez, un aspect important de la question de la fréquentation du monument est lié à une vocation, je dirais, intellectuelle. Il faut que, comme nous avons commencé à le faire, nous puissions multiplier aussi les rencontres qui permettent à des intellectuels de venir réfléchir sur des sujets divers. Parce qu'il s'agit de renaissance africaine. Renaissance africaine, ça implique tous les sujets qui participent à l'émergence de l'Afrique. On emploie beaucoup le mot émergence aujourd'hui. Tout ce qui peut permettre de réfléchir à l'émergence de l'Afrique constitue des sujets qui nous préoccupent et qui peuvent être menés ici. Tout ce qui peut contribuer à créer une entente entre les hommes et les femmes d'ici et d'ailleurs sont également des sujets. À titre d'exemple, nous avons organisé ici une grande conférence religieuse où des prédicateurs musulmans, des prêtres chrétiens et des chefs traditionnels lébous, par exemple, ont partagé le même panel pour parler à des populations qui en redemandent encore. Parce que justement, il s'agissait de révoquer la question du vivre ensemble. Du vivre ensemble, quelles que soient les confessions auxquelles on se réclame, dont on se réclame. Donc, ces activités-là, j'allais dire intellectuelles, culturelles, qui englobent aussi, pour les enfants, des ateliers qui leur permettent de pouvoir s'exprimer, de faire s'épanouir leur talent, leur créativité, qui fouettent leur imaginaire. Des activités de cette nature participent aussi à cela. Nous avons reçu ici, pendant un mois, pour la deuxième année consécutive, le Summer Pinch, qui est un moment important où des jeunes ont appris à faire du cinéma, à écrire des scénarios, après à faire du cadrage, etc., à poser des questions et à tourner des films. On a été impressionnés par les résultats que cela a donné ces 2 dernières années. De la même manière, nous accordons une place importante à ce qu'on appelle les handicapés. Les handicapés, ceux qui ont des difficultés de mobilité réduite, ou alors les autistes qui organisent ici chaque année au monument leur journée internationale qui coïncide avec le 2 avril de chaque année. Le monument devient bleu en ce moment-là parce que c'est la couleur de l'autisme. Et donc tout cela participe à donner cet élan dont vous parlez tout à l'heure. En tant que directeur et homme de lettres et de culture, quel message lancez-vous? Bon, le message, je vais le prendre, vous avez dit homme de lettres, je vais le prendre chez les hommes de lettres, ceux qui ont écrit. Et je ne le prendrai pas seulement dans notre époque, parce qu'on oublie souvent que notre culture, notre littérature sont aussi vieilles que le monde, puisque l'humanité est née en Afrique. Je partirai pour être moins dans le paléo là, je partirai simplement de cette grande rencontre que Soundiata Keïta a organisée au XIIe, XIIIe siècle dans la plaine de Kouroukanfouga et qui a donné la charte du Mandé, la charte de Kouroukanfouga. C'est de la littérature, c'est écrit. Après avoir été oral, il est écrit. Cette charte pose les fondamentaux de la vie organisée, avec des peuples et populations qui ont tous les droits humains. Et cette charte, cette rencontre de Kouroukanfouga, qui est antérieure à la Magna Carta, qui est antérieure à la charte sur les droits de l'homme, elle est née en Afrique. Et là, cette idée principale que la plus grande des dignités qui puissent exister sur Terre, c'est la dignité conférée à l'être humain, sans distinction de race, d'ethnie, de sexe,
de religion. Ça, c'est le message fondamental d'humanité que le monument a. Tout ce qui est venu après, en termes de production littéraire, de pensée philosophique, de pensée idéologique, participe de ce souci premier que nous avons tous, entre gens bien éduqués, soucieux de produire une humanité vraie, que nous devons ensemble participer à produire, par notre imaginaire, des œuvres d'art, des œuvres de beauté, des œuvres littéraires, à produire des activités qui libèrent l'homme et la femme, à produire une vie organisée dans un espace protégé, où l'environnement n'est pas aliéné, ni détruit, ni perturbé, afin que notre société puisse être une des meilleures sociétés. L'Afrique, qui reste encore beaucoup à faire, a de grandes leçons à donner à l'humanité tout entière. C'est pourquoi le message que je pourrais donner, c'est celui adressé à tout le monde, mais d'abord aux enfants, aux jeunes, de s'approprier ces idées-là de promotion de la renaissance africaine, comme l'Union africaine l'a bien compris, qui, en 2010, a décidé de faire de la journée du 3 avril la journée de la Renaissance africaine, qui est célébrée partout en Afrique. Et ce 3 avril correspond à la date d'inauguration du monument à la Renaissance africaine. C'est très important qu'on comprenne ce message-là, parce que c'est le message d'avenir, c'est le message qui va permettre que les hommes s'entendent entre eux, ça va permettre que les Africains aient de l'estime pour eux-mêmes, qu'ils n'aillent plus être des esclaves vendus en Libye ou je ne sais où, qu'ils ne prennent plus les pirogues pour aller mourir dans les océans sans conséquence, qu'ils aient une estime d'eux-mêmes et qu'ils se disent « nous pouvons faire comme les autres, nous avons les capacités intellectuelles, humaines, physiques, morales et tout pour faire en sorte que notre continent ne soit pas le dernier des continents, qu'il soit au contraire parmi les premiers, mais en tout cas qui joue un rôle également digne et responsable que tous les autres continents. » Nous voici au terme de notre entretien. Merci encore une fois, monsieur, de votre disponibilité et d'avoir bien voulu nous accueillir dans ce lieu mythique devenu symbole de l'histoire sénégalaise à travers le monde. C'est moi qui vous remercie, qui remercie M+, et qui suis très honoré de votre visite et de vous remercie beaucoup d'être passé ici, partager avec nous les valeurs qu'il y a dans la Renaissance. Mais ces valeurs, M3 les portait, M+ les portait déjà. Merci d'être venu chez nous.